les médias. Radio, presse écrite, les mécoms, les métiers de la communication, publicité, télévision, cinéma, affichage, il fallait en parler. Hommes et femmes des médias. Hommes et femmes des médias. Ici, les médias. Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Sur l'ensemble du continent, recevez nos sincères salutations. Le moment est arrivé de nous consacrer uniquement aux médias. Ici les médias, voici les sommaires. Cameroun, cyberarnaque, la société sucrière demande les offres de recrutement qui circulent sur les réseaux sociaux. À travers un communiqué, le président directeur général de cette entreprise invite les internautes à être plus vigilants quant à ces fausses offres de recrutement. Dans cette édition, on verra comment éviter d'être pris au piège de cette forme d'arnaque avec les explications du blogueur Didier Dengue. Je recommande la vigilance à tous les internautes. L'intégralité de ces propos dans cette édition. République centrafricaine, la chaîne de télévision Vision 4 installe une antenne à Bangui. Après la Guinée équatoriale et le Congo-Brazzaville, la RCA est le troisième pays de l'Afrique centrale d'où peut émettre la chaîne de télévision du Camerounais Jean-Pierre Amogo Belling. Investir en Centrafrique, cela contribue aussi à la coopération sud-sud. Il fallait en parler. Il fallait parler de Greenwatch, ce produit qui permet de laver les voitures sans aucune goutte d'eau. Il a été mis au point par Mariam Baye, africaine d'origine sénégalaise. Afrique du Sud, la chaîne publique empêche la diffusion de certains épisodes de la série Generations. Ceci après des plaintes formulées par des téléspectateurs qui critiquent la diffusion des scènes érotiques contenues dans cette série. Les mécoms. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un éditeur? En quoi consiste le métier d'éditeur? Dans les métiers de la communication, vous aurez les explications de Cédric Tachadou. Tous ces titres et bien d'autres sont développés dans cette édition. Bonjour Aimé Désiré. Bonjour Philomène. Passionné des médias, c'est ici les médias. Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Eh bien, nous faisons notre entrée dans cette émission par le Cameroun. Cyberarnaque, la société sucrière dément les offres de recrutement qui circulent sur les réseaux sociaux. À travers un communiqué qu'il a publié, le président directeur général de cette entreprise invite les internautes à être plus vigilants. Philomène Ducy. Ici, les médias. Selon le site TIC Mag, depuis plusieurs jours au Cameroun, les cyber-escrocs font circuler des messages sur les réseaux sociaux faisant état d'une opération de recrutement au sein de la société sucrière du Cameroun. Dans certains cas, ces messages diffusés principalement via WhatsApp ou Facebook invitent même souvent les internautes à contacter un individu prétendant être proche de l'entreprise en vue de monnayer une place, une information pourtant fausse. Dans un communiqué qu'il a rendu public, Louis Yinda, le président directeur général de la société sucrière du Cameroun, dément la véracité d'une telle opération et invite les internautes à la vigilance. Il ajoute par ailleurs que, je cite, la société sucrière du Cameroun tient à souligner que ces annonces sont sans fondement et qu'aucune offre de recrutement n'a été publiée par ces dernières. La société sucrière du Cameroun invite par conséquent les chercheurs d'emploi à plus de vigilance dans la mesure où des rumeurs diffusées à travers les réseaux sociaux sont de nature à induire les honnêtes citoyens en erreur, transformant ainsi ces derniers en victimes d'une escroquerie dont seuls les acteurs en maîtrisent les véritables motivations. Fin de citation. Notons qu'au Cameroun, ce type d'arnaque via les réseaux sociaux est de plus en plus récurrent. Les dernières entreprises victimes en date étaient Orange Cameroun ou encore l'entreprise Eneon. Ici, les médias. De fausses offres d'emploi circulent très souvent sur les réseaux sociaux. À vous d'être très vigilants. À ce sujet, justement, nous avons interrogé Didier Dengue, qui est journaliste au journal de l'intégration et mondo-blogueur. Il est assez outillé sur les stratégies de sécurité sur les réseaux sociaux. Nous lui avons demandé comment peut-on éviter d'être arnaqué sur les réseaux sociaux. Je recommande la vigilance à tous les internautes, à tous ces chercheurs d'emploi. Il faut savoir que le méchant se cache derrière son ordinateur ou alors derrière son téléphone portable pour pouvoir arnaquer. Il y a par exemple des sites internet qui sont créés uniquement pour arnaquer. Comment reconnaître ce phénomène? C'est très simple. Vous verrez qu'à la fin de chaque communiqué qui stipule qu'une entreprise tierce est en train de recruter, vous verrez ces arnaqueurs vont mettre
un message du genre « Faites-nous un Orange Money ». Ces frais vont nous permettre d'étudier votre dossier. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Si vous avez une information sur la Sosicam qui recrute, vous connaissez le siège de la Sosicam, il faut vous y rendre pour pouvoir voir la bonne information. Il ne faut pas se laisser emporter tout simplement parce qu'on nous balance un gros salaire, un salaire qui ne va jamais exister. Imaginez que si on vous demande par exemple 15 000 francs pour étudier votre dossier, ce n'est pas possible. Si une entreprise a envie de recruter, elle a son site officiel et tenez toujours compte des sites officiels des entreprises. Donc il ne faut pas tomber dans les filets des arnaqueurs. J'interpelle également tous les chefs d'entreprise dont les noms sont utilisés sur les réseaux sociaux à faire des sorties. Nos entreprises gagneraient à créer des pages Facebook, à créer des comptes Twitter. Donc je recommande la vigilance. À bientôt. Et juste après Didier Ndengue, nous avons Olivier Nkayu à Strasbourg. Olivier Nkayu, bonjour. Oui, bonjour Aimé Désiré, bonjour à Philomène Ducy avec vous en studio et bonjour à tous les auditeurs ainsi qu'à tous les correspondants d'ici des médias. Alors Olivier, lui c'est une affaire d'arnaque. Alors quelles sont les personnes qui peuvent se cacher derrière de telles fausses annonces, Olivier? À l'évidence, des personnes mal intentionnées, ça il faut pas faire un dessin là-dessus, des cybercriminels, c'est un phénomène qui ne touche pas seulement le Cameroun. Ailleurs où l'utilisation d'Internet est beaucoup plus large, c'est un phénomène qui prend des proportions qu'on ne peut pas mesurer. Parce que, juste pour vous dire, en dehors de l'arnaque à la carte bleue, il y a tout un tas de flancs par lesquels on peut exercer des activités comme celle-là qui sont pénalement répréhensibles, je veux dire sur Internet. Et d'ailleurs, je partage totalement l'avis de Didier Ndengue là-dessus, sur la vigilance, mais en revanche, j'ai trouvé que c'était un peu très politicien de dire ça, parler des jeunes au chômage et tout ça. Mais en général, ce sont les personnes les plus aisées qui sont les plus grosses victimes des arnaques sur Internet. Des gens qui peuvent très bien reproduire un site Internet et vous envoyer des messages et vous demander de donner vos coordonnées bancaires. Les pirates arrivent à vous envoyer des messages et on vous demande toujours de faire attention. Et là encore, je partage parfaitement l'avis de Ndengue là-dessus. Il faut pouvoir contacter la boîte, ne serait-ce que par téléphone, pour avoir... Pour s'assurer, oui. Exact, parce que c'est très important, sinon autrement, on se retrouve en train d'avoir été arnaqué, mais à coup sûr, derrière des actes comme cela, on ne peut retrouver que des personnes mal intentionnées. Je ne mettrai pas ça sur le dos du chômage, mais beaucoup plus sur l'ignorance. D'accord, merci Olivier Nkayu. Donc, le mot d'ordre qu'il faut retenir avec votre intervention et l'intervention de Didier Ndengue, c'est de faire très très attention. Voilà, il faut faire très attention. Si je peux me permettre, pour finir, je voudrais réappuyer sur le fait que les grosses entreprises devraient avoir des sites Internet, mais en plus des sites Internet, avoir des pages mais certifiées. Olivier Nkayu, merci d'avoir répondu aux questions d'ici les médias. Écoutez, Aimé Désiré, Philomène, c'est moi qui vous remercie ainsi que tous les auditeurs. Et je n'oublie pas, évidemment, de placer un gros salut à tous les correspondants. Merci Olivier. C'était Olivier Nkayu, notre correspondant à Strasbourg, c'est en France. Ici les médias. Centrafrique, la chaîne de télévision camerounaise Vision 4 installe une antenne à Bangui. Après la Guinée équatoriale et le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine est le troisième pays de l'Afrique centrale à accueillir la chaîne de télévision camerounaise de Jean-Pierre Amogo Belinga. Merci beaucoup. Ici, les médias. Cette fin juillet, la chaîne camerounaise Vision 4 TV a inauguré son antenne à Bangui en présence du président centrafricain Faustin Archange Touadéra et du maire de la capitale. Vision 4 TV RCA devient la toute première chaîne de télévision privée ayant une antenne sur le territoire centrafricain. L'installation de l'antenne de Bangui a nécessité un investissement d'une valeur d'un peu plus de 839 millions de francs CFA. Jean-Pierre Amogo Belinga, le PDG du groupe Anecdote, propriétaire de stations de télévision. Investir en Centrafrique, cela contribue aussi à la coopération sud-sud. Nous ne devons pas seulement attendre l'Occident pour venir régler nos problèmes. J'ai demandé au directeur de Centrafrique, Vision 4 RCA, de recruter d'abord les nationaux parce qu'il y aura beaucoup d'émissions. D'autres seront faites en Sango pour permettre de rapprocher les divergences qui existent entre les différentes ethnies.
Le président de la République centrafricaine, visiblement satisfait de l'ajout d'une chaîne de télévision au paysage médiatique national, en a profité pour décorer le propriétaire de Vision 4 TV ainsi que plusieurs personnalités présentes à la cérémonie d'inauguration. Ici, les médias. C'était Marcy Boumba à Libreville au Gabon. Alors Ismaël Karim à Paris avec nous. Bonjour Ismaël Karim. Philomène, je suis bonjour à tous les auditeurs d'ici les médias. Merci d'être avec nous Ismaël. Alors après la Guinée équatoriale, le Congo-Brazza, c'est au tour de la Centrafrique d'accueillir Vision 4. Comment percevez-vous cette coopération sud-sud? Déjà, je salue également cette initiative et pas dire la coopération sud-sud. Mais sinon, je m'inscris en faux contre ces différentes positions. C'est-à-dire que l'important pour nous n'est pas d'être un petit peu sur tous les fronts. Pour ma part, le commentaire que je pourrais laisser, c'est que à qui profite cette coopération sud-sud pour le cas Vision 4, pour dire, on sait très bien ce qui se passe. Vision 4 n'est pas déjà bien vu sur le plan médiatique, donc au Cameroun en ces derniers temps. Donc on sait très bien que les manipulations qui s'y passent et les Équato-Guinéens déjà n'étant pas contents donc de Vision 4. Est-ce que les Équato-Guinéens bénéficient de fruits de Vision 4? C'est-à-dire quand on parle de coopération, il va falloir quand même regarder le plan où c'est là pour être gagnant-gagnant. Oui, gagnant. Est-ce que vraiment cette coopération est vraiment gagnant-gagnant? Est-ce que c'est une coopération gagnant-gagnant? Est-ce qu'on passe pas par, c'est pas une méthode de blanchiment? Est-ce que c'est pas, bon voilà, on va pas quand même entrer dans ces détails-là, juste dire quand même que voilà, si je me campe un petit peu sur le thème coopération sud-sud, voilà, je salue l'initiative. Ouais, mais d'accord. après, n'allons pas chercher ce qui se passe derrière parce que cela peut même avoir une très mauvaise odeur. Bah pourtant, on va quand même poser la question, qu'est-ce qu'un tel média peut apporter aux téléspectateurs centrafricains? C'est la question que je me pose. Voilà, tout à l'heure, je sais pas, c'est pas quelle est la plus-value. Ismaël, tout à l'heure, Jean-Pierre Belinga lui-même disait qu'il y aura des émissions en sango, en langue sango, oui, qui est l'une des langues nationales centrafricaines. Et donc, la priorité de recrutement sera... sera accordée, la priorité de recrutement sera accordée aux Centrafricains. Est-ce que c'est pas un plus pour le Centrafricain? Non, il faut arrêter. Je crois quand même il faut arrêter ici donc de regarder les personnes en face et dire les vérités en face. C'est pas un plus. C'est-à-dire quand même que les Africains sont habitués au sango. Ils connaissent le sango dans des radios depuis fort longtemps. Je crois que sur ce plan, les dés sont jetés et on comprend très bien que voilà, il y a un flou dans toutes ces choses-là. À un moment donné, on se rend compte que nos patrons de médias veulent donc s'implanter quelque part juste pour du match vu. On se rappelle il y a quelques semaines, Aimé Désiré, Vision 4 avait des journaux en direct de Paris. Qu'en est-il donc? Qu'est-ce qu'on a pu expliquer aux téléspectateurs? Quelle est la plus-value? C'est-à-dire que voilà, on sait très bien, le mensonge n'a pas de longue jambe. Ça se disait sur tous les plans que Vision 4 a ses studios, donc en région parisienne, au 4 Cité Paradis, la même adresse qu'abrite la chaîne Stade Afrique qui complique comment ça s'est terminé. Donc, oui, effectivement, il y avait des journaux en direct de Paris. En conclusion, Karim Ismaël, allez-y. Je veux dire que, non, en conclusion, on comprend très bien qu'il y a un flou. Jusqu'à là, les raisons donc ne sont pas fondées et je crois qu'en réalité, franchement, c'est une redondance. Aussi, c'est du match vu, oui. Encore que, voilà, je vois pas pourquoi un chef d'État puisse se déplacer pour pouvoir à l'inauguration d'une chaîne de télévision privée. Quelle insulte pour un tel pays! Karim Ismaël. Qu'est-ce que les gens... Oui. Karim Ismaël, on va devoir passer à une autre actualité, si vous nous le permettez. Allez-y, s'il vous plaît. Merci. Ok, merci d'avoir répondu aux questions d'ici les médias pour cette édition. C'est moi qui vous remercie. À la semaine prochaine pour de prochains termes. Merci, Karim. Ici les médias. Il fallait en parler. Tenez, Aimé Désiré, les médias auraient dû en parler et en reparler. Eh bien, parler de quoi, Philomène? Les médias auraient dû parler sans cesse de Greenwatch, ce produit qui permet de laver les voitures sans aucune goutte d'eau. Il était mis au point par Mariem Baye, africaine d'origine sénégalaise. Ah ouais. En effet, Greenwatch est un projet qui consiste en un nettoyage écologique des véhicules. À la différence des modes de lavage traditionnels, Greenwatch ne nécessite pas d'eau. Elle utilise un procédé technique à base de polymères exclusifs qui soulève la saleté en surface sur la peinture et l'encapsule dans un lubrifiant. La saleté est alors enlevée à l'aide d'un tissu doux, sans une seule goutte d'eau et sans moindre rayure. On écoute Mariem Baye, qui est l'entrepreneuse à l'initiative de ce projet. Greenwatch, c'est un centre de lavage automobile écologique. Alors, automobile et pas que. Il faut savoir qu'on fait tout ce qui est auto, d'abord, mais également tout ce qui est tapisserie, canapé, moquette. Et la particularité, en fait, de notre nettoyage, c'est qu'on n'utilise pas d'eau. Donc, on utilise uniquement des produits
produits biodégradables et tout est fait à la main. Grâce à son concept innovant, Greenwash relève le défi de l'utilisation rationnelle de l'eau et de réduire le gaspillage de celle-ci lors des séances de nettoyage de véhicules. Première chaîne africaine de centres de lavage automobile totalement écologique, Greenwash Africa est le lauréat 2016 du concours Great Entrepreneur, un concours organisé par l'ambassade de la Grande-Bretagne au Sénégal en partenariat avec le British Council. Mariam Bey compte implanter son entreprise partout en Afrique. Ici, les médias. Focus à présent sur le Kenya, Philomène. Le Kenya où les médias traditionnels restent les principales sources d'information des populations. Eh bien, selon un sondage de la Kenyan Audience Research Foundation, les médias en ligne ne constituent que 5% des sources d'information pour les Kenyans. Merci beaucoup. Ici, les médias. La place des médias traditionnels est toujours dominante dans le mix médiatique kenyan, selon un sondage de la Kenya Audience Research Foundation. Les médias en ligne ne constituent que 5% des sources d'information, faisant des médias traditionnels les principaux fournisseurs des consommateurs. En tout, le Kenya compte 703 médias selon l'étude. Le pays ne compte que 37 médias en ligne. Selon Lenny Nganga, le président du comité de surveillance technique de la Kenya Audience Research Foundation, alors que les tendances montrent que les Kenyans des hautes classes reçoivent leurs nouvelles des plateformes connectées et des médias sociaux tels que Facebook, Twitter et WhatsApp, la majorité des Kenyans reçoit encore ces informations des médias traditionnels, a-t-il expliqué dans un communiqué. Ici, les médias. C'était Marcy Bomba à Libreville, au Gabon. Alors, il est avec nous, il est à Douala, c'est au Cameroun. Célita Chago, bonjour. Bonjour Aimé Désiré, Philomène, bonjour et bonjour aux nombreux auditeurs d'ici les médias. Alors, Célita Chago, dites-nous, on va être un peu indiscret. Oui. Que faites-vous lorsque vous êtes sur Internet, Cédric ? Eh bien, à cette question, je dirais tout simplement que, comme de nombreuses personnes, lorsque je me connecte à Internet, c'est pour essayer d'être connecté aux autres, pour être au fait de la dernière actualité, en quelque sorte, quoi, savoir ce qui se passe autour de moi et au-delà. On voit que ça devient même parfois un réflexe que le matin, après avoir ouvert les yeux, le premier réflexe, c'est de prendre son téléphone et de consulter peut-être sa messagerie et voir s'il y a eu des nouvelles des proches, s'il y a eu des nouvelles sur le plan professionnel. Donc, c'est en quelque sorte ça, c'est s'ouvrir au monde. Oui. Alors, comment expliquez-vous, Cédric, qu'aujourd'hui encore, le média traditionnel occupe une place aussi dominante dans un pays comme le Kenya ? Eh ben, il faut dire que c'est bien curieux, mais désiré. C'est bien curieux parce que de prime abord, il faut relever le paradoxe kényan pour dire que ce pays est parmi les pays les plus connectés d'Afrique en termes d'Internet. Il faut le dire. Et selon un récent rapport rendu par Jumia Travel en 2016 justement, le pays est en pole position avec un taux de pénétration de 74%. Imaginez-vous, devant des pays comme le Maroc, le Nigeria ou encore l'Afrique du Sud. Donc c'est un véritable paradoxe de voir que avec le développement des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, le Kenya semble vraiment être toujours ancré dans les habitudes de médias traditionnels. Et à votre question, je dirais plutôt que c'est plutôt une lecture positive que je peux poser sur cette actualité en disant que le Kenya, peut-être par cet exemple, nous montre que le média traditionnel a toujours été à la base ces médias où il faut vérifier l'information, où il faut prendre du temps pour traiter une information avant de la diffuser. Donc, les auditeurs, les téléspectateurs ou les lecteurs, en s'abreuvant à ces sources d'informations-là, en quelque sorte, se disent que voilà, c'est des médias crédibles. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça va un peu plus vite et on n'a pas parfois le temps de vérifier l'information. On partage et ça prend le relais, ainsi de suite. Et à le cas, Michel Gohou, les réseaux sociaux l'ont annoncé mort ce matin, et pourtant il n'en est rien. On avait prédit la mort de la presse écrite. C'est vrai que ça vacille, c'est pas toujours au top, surtout chez nous en Afrique, mais le média est là, il fait son bout de chemin. On doit plutôt interpeller à une véritable adaptation, parce que vous vous rendez compte que les médias aujourd'hui doivent faire avec les réseaux sociaux, doivent faire avec les nouveaux modes de communication pour plutôt s'adapter que se couper de cela, car avec ces nouveaux modes-là, ils peuvent
avoir la possibilité de toucher encore d'autres publics. D'accord. Merci Cédric Tachago. Tout à l'heure, on vous retrouve dans les métiers de la communication. On parlera de quoi? Oui, mais Désiré, on dira que véritable cheville ouvrière dans la conception des livres, on parlera de l'éditeur. D'accord. Merci Cédric Tachago et à tout à l'heure. À tout à l'heure, Aimé Désiré. Ici, les médias. Afrique du Sud, la chaîne publique empêche de diffuser certains épisodes de la série Generation. Ceci après des plaintes formulées par des téléspectateurs qui critiquent la diffusion des scènes érotiques contenues dans cette série de Johannesburg en Afrique du Sud. Notre correspondante Karine Mambou est en ligne. Bonjour Karine. Bonjour Karine. Bonjour Désiré, bonjour Philomène, bonjour à tous les auditeurs d'ici les médias et bienvenue à Johannesburg. Et à Washington, aux États-Unis, elle est avec nous, Edita Nefertiti. Edita Nefertiti, bonjour. Bonjour Aimé Désiré, bonjour Philomène et à toute l'équipe en studio. Bonjour Edita. Eh bien Karine, avez-vous regardé ces scènes qui font l'objet de tant de critiques? Ben oui, j'ai regardé la série Generation qui passe à la SABC1. Qui est donc la chaîne audiovisuelle publique ici en Afrique du Sud. Cette série, pour des heures diffusées, n'est pas convenable pour les jeunes enfants qui regardent la télé. Ça met un peu les parents en difficulté parce que, comme on sait en Afrique, la sexualité est un petit peu tabou. Oui. Ça fait en sorte que lorsque vous regardez un film avec des enfants à une certaine heure, du coup, on ne sait pas ce qu'on doit dire aux enfants, ça craint, et c'est la raison pour laquelle les téléspectateurs se sont révoltés, les parents en premier, pour dire c'est pas logique de mettre ce genre de série à cette heure-là où les enfants sont devant la télé. La série est diffusée dans quel espace horaire? En temps universel. À 17h. C'est une heure de grande écoute et pour tout le monde. Comment est-ce que la société sud-africaine perçoit en général la diffusion de ce type de contenu? La société est révoltée, elle perçoit cela comme si c'était une sorte d'exposition de la nudité ou encore une sorte de laisser-aller pour les enfants. Et du coup, ils se disent qu'ils sont vraiment perdus. Vous savez, en Afrique du Sud, ils sont gardés de la tradition. Oui. Ils sont toujours contre ces choses des Blancs-là, parce que c'est comme ça qu'ils le disent. Ils vont se dire ces choses des Blancs, nous n'en voulons plus, nous sommes fatigués. Ça, c'est les propos des Sud-Africains. La société qui est en majeure partie traditionnaliste, parce que je pèse bien mon mot lorsque je le dis, les Sud-Africains, ils sont traditionnalistes. Et ils ne supportent pas ce genre de choses. Du coup, ils sont davantage révoltés contre l'Occident. Ils se disent que, ben voilà, on va transformer leurs enfants. Merci Karine. On va prendre là tout de suite après vous Edita qui est là. Karine, vous restez en ligne, ne partez pas, je vous en prie. Edita Nefertiti, on a vu des situations pareilles au Sénégal, volontairement ou involontairement. On l'a également vu au Cameroun avec TV Mars à l'époque. On a vu dans d'autres pays africains, on en arrive à avoir des images interdites sur les antennes de télévision. Edita, comment est-ce qu'on arrive à laisser passer de telles images sur nos chaînes de télévision? C'est la question que je me pose aussi. J'aimerais avoir une précision. Est-ce que c'est une production sud-africaine? Oui, c'est elle sud-africaine. Donc ce sont des acteurs sud-africains. Ouais. C'est assez surprenant justement, c'est contrastant avec ce que Karine disait, que c'est une société assez traditionnaliste. Pourquoi diffuser un film qui normalement, s'il est réservé aux adultes, doit être diffusé à une heure un peu plus tardive? Il faut essayer de comprendre qu'on diffuse pas une émission pour le plaisir de la diffuser ou un film pour le plaisir de la diffuser. Il doit avoir une ligne éditoriale, un canevas de la chaîne qui dit voilà, à telle heure on doit diffuser cela. On a bien vu que dans d'autres pays africains, c'est tout à fait logique dans la mesure où il faut protéger les enfants. Nous sommes en Afrique, il y a une certaine pudeur à respecter et par conséquent, je trouve que la démarche des parents de se révolter contre cette diffusion est tout à fait respectable. Et donc, la question de diffuser à 17h qui semble être une heure où les enfants ou les plus jeunes sont éveillés, c'est quand même assez surprenant dans un pays africain. Est-ce que ce n'est pas à la recherche du gain par hasard ou de l'audimat? La recherche de quel audimat justement? L'audimat des enfants ou l'audimat des adultes? Je pense que ceux qui sont intéressés par ces programmes savent très bien à quelle heure il faudrait pouvoir les regarder. Ouais. Et c'est une série, je parle avec le contrôle de Karine Mambou, c'est une série qui déjà, il y a 3 ans environ, rassemblait déjà plus de 7 millions de téléspectateurs. Et c'est pour eux que c'est très coureux, Karine.
Karine. Ben ouais, cette série est très prisée par les jeunes. Vous savez, les jeunes, ils aiment bien tout ce qui rime avec la sexualité, mais les parents qui sont encore traditionnalistes ne sont pas dans la même logique. Du coup, ça va dans tous les sens. Les parents qui veulent une certaine éducation pour leurs enfants, qui veulent garder cette tradition, se plaignent parce que ils sont en train de regarder la télé pas au même moment que les enfants. Et même si les producteurs se font beaucoup d'argent, que la chaîne publique ne veut pas perdre ce contrat, ne veut pas perdre cette émission, parce que les producteurs en ont mis tellement de paquets. Même lorsque vous regardez les séquences, le montage, tout y est mis. Il y a beaucoup de choses qui se pavanent là-dedans. Donc, la raison pour laquelle les jeunes, ils aiment bien ce qui est chic, qui est choc, où il y a sexualité. On se rappelle à l'époque des Duvelis, le monde arrivait. Juste que ce côté érotique n'était pas très prononcé comme dans la série Generation. Donc, du coup, les parents aimeraient bien que les gens se fassent des simples baisers, mais lorsqu'on arrive à carrément dénuder quelqu'un et de faire ce que vous savez, vous et moi, donc du coup, ça prend une autre coloration. Même s'il y a de l'argent, les parents se posent quand même des questions. Et ça revient à ce que Nefertiti disait tout à l'heure. Donc, c'est pas logique, c'est pas normal de mettre ce genre de série à 1 heure où l'on sait que les enfants sont en train de regarder, ça n'a pas de sens. Je suis pour d'ailleurs parce que je suis une mère moi aussi et je me trouverais mal en train de regarder la télé avec des enfants de moins de 10 ans où on va se déshabiller, donc du coup ça fait quand même un tic. Faut pas brusquer les enfants, il faut pas les faire vivre l'époque qui n'est pas encore le leur. Ça c'est ma logique quoi. D'accord. Tout à fait, parce que en plus, ça pose le problème de l'éthique. Est-ce que au nom du gain, il faut détruire une certaine éthique qui est importante dans une société? On peut pas faire ce qu'on veut, gagner de l'argent ou parce on veut faire, je sais pas. Même une des séries américaines qui n'était pas forcément pornographique, mais qui y tendait, qui est Sex and the City, n'a jamais été diffusée aux heures de grande audience pour jeunes. C'était toujours très tard dans la soirée, quel que soit le pays, que ce soit en France ou aux États-Unis ou ailleurs, ça a toujours été diffusé. Il n'y a pas de raison que parce qu'on veut gagner, qu'on puisse sacrifier les plus jeunes. C'est tout à fait important qu'on revienne sur certaines valeurs, certaines éthiques qui sont défendues sur le continent. Alors, Edita Nefertiti, Karine Mambou, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous et je suis très heureuse d'avoir partagé cette antenne avec Karine. C'est la première fois qu'on la partage. Merci à vous, à toute l'équipe. Merci. Le plaisir est partagé. Je souhaite te revoir très bientôt, Rimbock, pour une autre rencontre. Merci Karine Mambou. Merci à vous les dames. Merci. C'était Karine Mambou, notre correspondante à Johannesburg. En Afrique du Sud et Edita Nefertiti à Washington. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un éditeur? En quoi consiste le métier d'éditeur? Dans les métiers de la communication, voici les explications de Cédric Tachago. Plus proche interlocuteur de l'écrivain, l'éditeur est en quelque sorte un professionnel du livre dont la fonction est d'encadrer la sortie d'un ouvrage en veillant aux différentes étapes de sa conception. Dans la chaîne éditoriale, il a un rôle à la fois qualitatif, consistant à s'assurer de la qualité du manuscrit, et quantitatif, du fait qu'il a la responsabilité du budget et des résultats de vente. Dans son processus de travail, il commence par sélectionner les ouvrages à éditer via la lecture attentive des manuscrits reçus au sein d'un comité de lecture et les conseils donnés aux auteurs. Il assure ensuite de A à Z le suivi de la fabrication et de la commercialisation des ouvrages, tout en coordonnant les équipes éditoriales et commerciales. Il transmet les textes corrigés et validés aux maquettistes et choisit les illustrations et photos de couverture jusqu'au BAT final qui marque le début du processus d'impression. Une fois le livre sur son bureau, il en fait la présentation aux équipes commerciales et participe à la stratégie de vente. L'éditeur peut être amené à créer une nouvelle collection, notamment sur support numérique ou multimédia, et à dénicher de nouveaux talents. Dans une petite structure, l'éditeur gère les relations avec les auteurs, signe les contrats, relit et corrige les ouvrages avant leur impression. L'éditeur ne perd jamais de vue les contraintes financières, droits d'auteur, coûts de fabrication, tirage, diffusion. Il doit aussi, dans un secteur très concurrentiel, rendre des comptes et suivre les chiffres de vente. Quant aux qualités, l'amour du livre et des mots est un prérequis indispensable pour se tourner vers une carrière dans l'édition.
Pour éditer des auteurs, il faut maîtriser le sujet dont on parle. Au-delà d'une excellente culture générale, l'éditeur doit être un fin connaisseur des littératures. La langue, ainsi que les règles typographiques, n'ont plus de secret pour lui. En tant que chef d'équipe, le responsable éditorial doit être polyvalent pour pouvoir coordonner l'action de ses collaborateurs, constitués d'écrivains, de correcteurs et de maquettistes. Il indique la ligne éditoriale à suivre en se montrant clair et pédagogue. De par son intuition et sa capacité à sentir l'air du temps, il possède le flair qui lui permettra de faire émerger un nouvel auteur au bon moment. Pour y parvenir, l'éditeur sait être à l'écoute des tendances et anticiper les attentes des lecteurs. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Maintenant que vous savez en quoi consiste le métier d'éditeur, à vous de prendre la bonne décision pour une meilleure intégration dans le monde de la communication. Ici les médias. Passionnés des médias, vous avez écouté cette autre édition d'Ici les médias. Soyez-en remerciés. L'équipe au grand complet, producteur Ada Production, coproducteur Radio Veritas au Cameroun, Reco FM au Gabon, habillage Nemro Kwame, prise de son Saint-Miki. Nos correspondants Roland Diaco et Marcel Bomba à Libreville au Gabon, Cédric Tachago à Douala au Cameroun, Hélène Doubidi à Lomé au Togo, Karine Mambo à Johannesburg en Afrique du Sud, Teddy Patou à Rabat au Maroc, Olivier Nkahu à Strasbourg, Ismaël Karim à Paris en France et Ditan Nefertiti à Washington aux États-Unis. Retrouvez ce programme sur notre page Facebook, Ici les médias. Dans ce studio, elle, Philomène Ducy. Et lui, Aimé Désiré Adoré. Passionné des médias, c'était Ici les médias. Prenons rendez-vous sur votre radio. Production Adaprod.